Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Comment comprendre Donald Trump? C'est la question que s'est posée notre invité dans un de ses billets à l'heure où le président américain déclare la guerre au wokisme, à la santé et à l'éducation. On en parle avec Philippe Moreau-Chevrolet en première partie de notre émission. Se libérer du passé et comprendre ses erreurs pour ne plus les répéter. Voilà le titre de l'ouvrage de notre invité en seconde partie d'émission. Un sujet donc sur la peur, la résilience, mais aussi la détermination. On en sera avec la psychanalyste Véronique Salmon. Dans son panorama cette semaine, Adrien Fontenot est allé au cinéma où le film Oli dénonce le harcèlement. Mais avant cela, place à la compréhension du président des États-Unis, Donald Trump. Un budget américain qui n'ira pas dans le sens de l'éducation, mais pas non plus dans le sens du climat, ni celui de l'écologie ou de la recherche. Et pourtant, Donald Trump semble prendre sa place dans la marche des relations internationales. Alors comment le comprendre? C'est la question que l'on se pose avec le professeur de communication politique, Philippe Moreau-Chevrolet. Philippe Moreau-Chevrolet, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur le Grand JT. Merci à vous. Vous êtes professeur de communication politique à Sciences Po. On parle aujourd'hui de Donald Trump. On va essayer de comprendre la figure de Donald Trump grâce à vous. Ça va faire un grand moment de télé. Je cite Donald Trump. Voilà comment s'est conclu l'échange entre lui et Zelensky il y a maintenant quelques mois. Illustration des priorités pour le président américain, faire de la com à tout prix. Oui, il a transformé le bureau ovale en bureau de télévision, enfin en studio de télévision, dans lequel il fait un show de télé-réalité permanent et il assène ses messages. Donc il utilise Zelensky pour dire quoi? Pour dire, écoutez, on donne beaucoup d'argent à ce monsieur qui n'est quand même pas très poli, pas très bien élevé, qui par ailleurs nous attaque, nous remet en cause, donc peut-être qu'on devrait arrêter de l'aider. Maintenant que vous avez vu la réalité de Zelensky, qui est quand même assez populaire aux États-Unis pour le peu qui le connaissent, peut-être que vous allez avoir moins envie d'aider l'Ukraine. Donc il a un message, un dispositif télé à sa main. Le vice-président J.D. Vance fait l'attaque pour lui quasiment, donc tout est parfait dans le petit monde de Donald Trump. Alors Donald Trump, on le connaissait effectivement comme figure de businessman depuis très longtemps. Il y a eu le premier mandat, puis le second mandat. Est-ce qu'on peut dire que là, on est vraiment dans la politique spectacle davantage que le premier mandat? Oui, on est, parce que l'exercice est maîtrisé. Dans le premier mandat, il faisait beaucoup d'erreurs, beaucoup de dérapages. Comme lesquels? On se souvient un peu trop maintenant. Non, on se souvient trop maintenant, mais en gros, il ne maîtrisait pas l'administration comme il la maîtrise aujourd'hui. Et il annonçait beaucoup de choses qui n'étaient pas suivies des faits, mais on ne l'écoutait pas vraiment. Parce qu'au fond, très rapidement, les gens se sont dit, il est amateur, il n'est pas compétent, il ne sait pas ce qu'il fait, il n'est pas vraiment suivi par ses troupes. Les gens démissionnaient au bout d'un mois, 2 semaines, très rapidement. Donc c'était un chaos, mais qui ne le servait pas parce que ça, au contraire, ça montrait son incompétence. Là, le chaos qu'il a mis en place, c'est vraiment quelque chose qui l'aide, parce que les autres ne peuvent pas deviner ce qu'il va faire. On est dans l'imprévisibilité permanente. Il est toujours aussi incompétent, il est toujours aussi amateur, il improvise beaucoup, mais il a un entourage qui, lui, sait quoi faire et l'utilise ou le manipule, on peut le penser en tout cas, pour arriver à ses fins, tout en lui faisant plaisir suffisamment pour que, avec son show télé, ses messages bien marketés et l'argent qu'il gagne, parce qu'il gagne beaucoup d'argent, il puisse être satisfait de la situation et laisser les autres travailler. Donc, il gagne beaucoup d'argent parce qu'en fait, effectivement, en tant que président, il a fait des investissements avant et toujours aujourd'hui grâce à sa position qui lui rapporte. Alors ça lui a rapporté 5 milliards depuis le début de son mandat, donc 1 milliard du deuxième mandat ou du mois. premier? Oui, du deuxième mandat. Ouais. Le premier mandat, il dit qu'il a perdu de l'argent, ce qui est possible, parce qu'il ne s'est pas occupé de ses affaires et il était encore une fois pas vraiment en maîtrise. Là, il maîtrise, donc il a gagné à peu près 5 milliards, 1 milliard par mois, c'est l'estimation moyenne depuis qu'il est à la Maison-Blanche. Il gagne de l'argent de 5 ou 6 façons différentes. C'est des guichets qui sont ouverts. D'abord, il y a ses fils qui baron Donald, je crois, Junior, qui passent voir les destinations où lui va voyager. Donc quand il va au Venezuela, les enfants passent d'abord. Quand il va au Moyen-Orient, les enfants passent d'abord au Venezuela. Ils passent pour dire ce serait bien pour qu'on relâche un peu les tarifs, que vous acceptiez de construire un golf géant à tel endroit. Et au Venezuela, c'est vos confrères de New York Times qui ont enquêté là-dessus, il y a effectivement un golf géant qui est construit dans un temps record, dans la perspective que Trump veuille bien baisser les tarifs. Le deuxième guichet qu'il ouvre, c'est
les cryptos, donc les crypto-monnaies. Donc il dit aux gens, si vous investissez en crypto-monnaies, je vous invite à la Maison-Blanche. Ce qu'il a fait, il en a invité plusieurs centaines. Alors, ils ont été un peu déçus parce que c'est à la Donald Trump. Ils ont très très mal mangé. Il y avait 3 feuilles de salade. Ils se sont beaucoup plaints à l'extérieur, du coup, ce qui était assez... Tout le monde a trouvé ça plutôt drôle parce que cocasse, finalement, ouais. bon, voilà. Et il y en a qui ont quand même payé plusieurs millions pour finir avec une feuille de salade. Lui, il est arrivé à... Il est resté 35 minutes. Il a fait coucou à la salle. Il a parlé à personne. Il est reparti. Et ils avaient payé, donc pour certains, plusieurs millions. Il y en a plein de guichets qu'il ouvre, mais il a un autre guichet où si on lui verse de l'argent, il vous fait une grâce présidentielle. Donc typiquement, plusieurs escrocs qui avaient pris de l'argent aux gens, des escrocs donc condamnés pour escroquerie, ont versé de l'argent à la campagne Trump ou à Trump, et Trump les a pardonnés. C'est dans les derniers jours, donc ça lui permet de gagner encore de l'argent. Il y a beaucoup, personne n'a monétisé la Maison-Blanche comme il le fait. Donc il y a des caricaturistes américains qui présentent ça comme un guichet, quoi, un ATM, enfin un guichet automatique. Vous prenez de l'argent, enfin vous versez du cash. Distributeur. Pour lui, c'est un distributeur. Pour les autres, ça coûte. Parfait. Bah, écoutez, quelle introduction. Ah, sympa, hein. Quelle introduction. Alors, évidemment, quand on parle d'opération de communication, évidemment, on pense à beaucoup de sorties de Donald Trump. Et en l'occurrence, les dernières qui ont quand même fait beaucoup parler et qui ont beaucoup jaugé aussi, enfin, beaucoup eu d'impact, c'est évidemment la question des droits de douane. Est-ce que là aussi, c'était une façon, par ce biais de communication, d'imposer une politique, finalement Oui, c'est un peu un pistolet sur la tempe. C'est la méthode Trump. C'est-à-dire, je vais vous menacer, je vais vous faire peur et vous allez céder quelque chose. Si vous êtes un petit pays comme le Vietnam, vous allez accepter à peu près n'importe quoi. Si vous êtes un grand pays comme la France, vous allez juste dire, ou l'Union européenne, vous allez juste dire, écoutez, ça marche pas pour moi. Moi, je vais juste répliquer par des droits de douane symétriques, et ça s'arrête là. Et Trump finit par renoncer parce qu'il y a trop d'opposition. La Chine aussi. La Chine a gagné sa bataille contre Trump assez facilement parce que, en fait, en réalité, quand on résiste, il plie parce qu'il n'est pas très fort au fond. Il n'y a pas non plus l'adhésion dans le pays aux États-Unis derrière des tarifs absolument monumentaux. Il n'a pas de poids politique. Donc, à part envoyer l'armée, il n'a pas vraiment les moyens de vous imposer quoi que ce soit. Oui, c'est ça. Il cherche vraiment à glaner, forcément, comme tout politique, ceci étant, mais effectivement, on a un nouvel électorat. Oui. Et c'est vrai que les mots ont un sens, forcément, pour tout le monde, encore plus chez lui, quand il dit c'est un jour de libération. On a l'impression vraiment qu'il va chercher, mais vraiment dans le populisme à tout prix. Oui, il a un électorat, redneck. Ce qu'on appelle les rednecks, c'est les paysans américains, en gros, qui est très très fort derrière lui. Il a aussi des riches républicains qui sont pour la dérégulation. Et il fait une chose bien, qui est une réussite totale du Doge de Elon Musk, c'est de déréguler. Ils ont enlevé à peu près toutes les régulations qui font que si vous faites des escroqueries financières, vous allez en prison, etc. Enfin, on ne voit pas ça d'ici, mais c'est vraiment très, très, très bien de faire de l'argent maintenant. Même quand vous êtes malhonnête, ça marche. Du coup, il a cet appui des deux pôles de l'opinion. Évidemment, il y a beaucoup, beaucoup plus d'Américains pauvres qui se reconnaissent dans Donald Trump parce qu'il mange des hamburgers et qu'il est cool et qu'il est drôle et qu'il dit les choses comme il les pense. C'est sa grande qualité pour eux, que de républicains riches. Mais les deux ensemble, c'est quand même plus de 50% de l'électorat lors de la dernière élection. Les élections américaines se jouent à 2%. Donc, c'est pas une grosse marge, mais ça a suffi. Et donc, ces gens-là, ils les alimentent en permanence. Il leur dit, les immigrés, on va les reconduire à la frontière, mais on va faire autre chose que ça. On va les punir d'être venus illégalement chez nous en les envoyant au Salvador. Donc il ne fait pas que une politique dure, parce que ça, on est habitué. Il punit. Et ça, c'est ce qu'attend son électorat. Il attend que Donald Trump punisse des gens. C'est un peu un exutoire, quoi. Il punit, mais enfin, vous venez de le dire juste avant, sur les droits de douane, par exemple, une fois qu'on ouvre un peu, il punit plus, quoi. Enfin, que... Non, mais lui, il a fait son opération. Comme combien d'Américains qui votent Trump regardent les nouvelles internationales Il y en a peut-être 1 sur 10 qui va s'intéresser à la réalité. Ceci étant, est-ce que c'est la même chose en France ? C'est pareil en France. Alors, on est un peu plus ouvert en France à l'international, mais c'est bien pareil chez nous. Je ne critique pas les électeurs américains. C'est juste que lui, il dit on va punir le Vietnam. L'Américain moyen se dit on va prendre notre revanche. Et puis, quand le Vietnam résiste, il faudrait que l'Américain lise le Financial Times, s'aperçoive qu'effectivement, il n'y a pas eu de mesure efficace. Ça vient beaucoup plus tard. Lui, il a gagné. Vous parliez effectivement des étrangers, l'interdiction de la venue d'étudiants étrangers, notamment à Harvard. Ça aussi, c'est... Pour le domaine scolaire qui vous intéresse, on assiste à un effondrement du système éducatif américain qui est orchestré assez délibérément. Alors pourquoi ? C'est pour redonner du pouvoir aux États en local. Pourquoi ? Parce que les républicains
il se trouve, sont plus forts en local, État par État, qu'au niveau fédéral. Au niveau fédéral, l'éducation est beaucoup contrôlée encore par des progressistes, des démocrates. Au niveau local, tous les comités locaux, les uns après les autres, sont infiltrés ou pris par des conservateurs. Du coup, c'est une manière de déposséder l'État fédéral pour donner plus de pouvoir à ses électorats. Oui, parce qu'il faut rappeler effectivement que ce n'est pas le même système qu'en France. Et donc, en fait, voilà. C'est un système fédéral, donc en gros, l'éducation est décidée beaucoup au niveau... Enfin, elle va l'être de plus en plus au niveau local. Et pour asseoir son autorité, il a décidé de s'aborder la plupart des centres de recherche et des grandes universités. Alors ça par contre, c'est profondément contre-productif et stupide, mais ça fait partie de cette logique de punition. À Harvard, vous regardez de haut. C'était Obama, c'était des gens brillants, mais au fond, ils vous regardaient de haut, ils vous méprisaient un peu. Ben moi, je vais vous venger. Donc je vais les sanctionner. Plus Harvard résiste, plus il a une cible, plus il peut taper dessus, plus son électorat est content. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Il a nommé au poste de pouvoir dans la recherche des gens profondément incompétents, comme Robert Kennedy Jr., pour qui les vaccins ne soignent pas, alors que c'est ça qui a fait baisser la mortalité infantile de manière considérable. Lui, il considère que ça l'augmente. Mais c'est une prise de position d'ailleurs dès le début, hein, même c'était même dans sa campagne. Mais quand ils étaient en campagne, des gens sensés comme vous et moi, on se disait, il ne va pas le faire. C'est des propos de campagne. Et en fait, il le fait parce qu'il a compris que de toute façon, c'est ce qu'attendaient ses électeurs. Mais pour les Français que nous sommes, ou en tout cas, en tout cas, nous vivons en France et on se pose la question parce que c'est vrai que si on voit deux secteurs importants, deux ministères importants que sont la santé et l'éducation aujourd'hui ici, qui sont déjà en crise, on voit que là-bas, c'est quand même absolument dramatique. Et c'est justement sur lesquels, ces deux secteurs-là, sur lesquels ils tirent à bout portant. Oui, c'est dramatique. Alors après, c'est des secteurs qui sont centraux dans notre vie. La santé et l'éducation, pour les Français, c'est vraiment leur préoccupation, parmi leurs premières préoccupations. Oui. Aux États-Unis, c'est aussi une préoccupation, mais tout a été beaucoup privatisé. Du coup, ils considèrent que l'État est un peu moins légitime à intervenir que finalement le secteur privé. En gros, pour faire des belles études, il va de toute façon falloir payer très 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 cher. Pour ma santé, il va de toute façon falloir que je paye très 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 cher. Ils sont habitués à ça. Alors, il y a eu le meurtre juste avant l'élection de Trump d'un responsable d'une mutuelle américaine. Ça a été une affaire qui a fait beaucoup beaucoup de bruit. Il a été tué en plein Manhattan. Il y a eu bizarrement beaucoup de gens dans l'opinion favorable à cet assassinat. Parce qu'on a fait des enquêtes d'opinion et les gens étaient profondément remontés contre les mutuelles privées. Mais c'est un système tellement différent de ce qu'on a en France que c'est presque incompréhensible pour un Français. Mais ils étaient suffisamment en colère pour se dire, un peu comme pendant les Gilets jaunes chez nous, s'il a fait ça, c'est qu'il avait ses raisons, et puis il a bien raison, il faut leur taper dessus. Oui. Profondément en colère par l'argent que cela coûte de se faire soigner, et pour autant... Par l'inefficacité aussi, par le fait que souvent les mutuelles refusent de vous couvrir, même quand vous payez cher. Oui, mais pour autant, en accord, en adéquation avec le système de Trump. Oui, parce que Trump propose de les venger contre les élites. Voilà. Mais après, c'est qu'une question d'idéologie finalement. C'est une question de qui va être en colère pour vous. On ne cherche pas des représentants pour faire des choses bien en notre nom. On cherche des représentants qui soient en colère pour nous. Et ça, c'est valable en France aussi. Et donc, c'est qui pourra le mieux épouser notre colère. Et dans ce jeu-là, le perdant, c'est l'État, parce que l'État n'est pas là pour faire de la colère, il est là pour aider, au contraire. Et tous les gens qui essaient d'être bienveillants, donc les modérés, les républicains. C'est le principe du populisme, vraiment, de bas étage. Et donc là, on parle d'éducation, en l'occurrence, les coupes budgétaires, parce qu'il a été quand même question à un moment, carrément, de supprimer le ministère de l'Éducation. Quand même revenir sur ce passage qui a été quand même incroyable. On parle de communication, je rappelle, vous êtes professeur de communication politique à Sciences Po, donc c'était un moment fou. Le message qu'on voulait envoyer, c'était Donald Trump, hein, pas vous. Non, le message que Donald Trump voulait envoyer, c'était il veut des prises symboliques, il veut des proies, il veut des victimes symboliques, et dire aux Américains, l'éducation, ça passera plus par l'État. C'est en gros vous qui allez éduquer vos enfants, parce que c'est ça qu'il leur dit. Et vous allez pouvoir les éduquer avec la Bible. Vous allez pouvoir, comme dans certains États,
enseigner autre chose que la théorie de l'évolution, c'est-à-dire que vous allez pouvoir enseigner aux enfants que leurs ancêtres, c'est pas les Gaulois et que c'est Adam et Ève, donc, et que c'est pas qu'on ne descend pas du singe, mais qu'on descend de toujours Adam et Ève. Donc on réécrit l'histoire complètement, et ça devient ce qu'on enseigne officiellement. Dans certains États aujourd'hui, on est en train d'expliquer aux enfants que l'élection de 2020 n'a pas été perdue par Trump, mais a été usurpée par les démocrates, et ça figure dans ce qu'ils apprennent à l'école. Ouais, donc ça a été volé. L'offensive idéologique de Trump, il la veut totale, il la veut complète, parce qu'il se dit, contrairement à la dernière fois, cette fois-ci j'ai gagné, avec tous les atouts derrière moi, et on va changer les États-Unis pour garder le pouvoir après, mais on va les changer durablement. Et c'est ce que veulent, pour le coup, ces électeurs. Mais pour revenir, encore une fois, on est sur School TV, pour revenir à ces coupes, donc du coup, non pas la suppression du ministère, mais effectivement des coupes énormes budgétaires, notamment dans l'éducation, je crois que c'est un montant de 1700 milliards de dollars, d'après ce que j'ai noté. Ça va impliquer quoi sur le plan des études Ça va. Alors, on ne sait pas encore complètement. Ça veut dire que ça va être de toute façon encore plus cher pour l'Américain moyen de financer des études. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de filières d'excellence du type Harvard, Yale, qui étaient chères mais qui avaient des systèmes de bourse. Donc ça veut dire que quelqu'un comme Barack Obama, concrètement, ne pourra plus devenir président de la République. Ça n'existera plus. En fait, ça va retomber tout ça sur la tête des plus vulnérables, qui n'auront plus accès à une éducation, même minimale de qualité. Donc ça veut dire que on va avoir une génération d'Américains beaucoup plus bêtes, beaucoup plus illettrés, beaucoup plus et beaucoup plus démunis finalement face à la vie, quoi. On parlait des chercheurs, évidemment, qui ont été rappelés par la France. Je ne sais pas s'ils ont été tentés de venir chez nous, mais en tout cas chassés des États-Unis. Aujourd'hui, on vient de parler de santé actuellement. Est-ce que cela pèse énormément sur, du coup, la recherche médicale, évidemment, aux États-Unis, mais aussi de manière mondiale, puisqu'on sait quel est le poids des États-Unis dans le monde? Quand on a eu le Covid, en fait, les vaccins contre le Covid sont nés aux États-Unis. Ils sont nés aux États-Unis parce que la meilleure recherche médicale au monde est aux États-Unis, parce que les meilleurs centres de surveillance épidémiologique au monde sont aux États-Unis, et qu'on a pu réagir très vite avec des vaccins à ARN qui étaient une pure production de pointe qui a été fabriquée là-bas. Lui, il est en train de détruire tout ça. Ça veut dire qu'à la prochaine épidémie, soit Sanofi, contrairement à la dernière fois, se réveille et est capable de produire le vaccin miracle qu'on n'attend plus. Ou Pasteur, soit on va être probablement dans un gros problème. Voilà. Là, on a été sauvé par le vaccin, sauvé de la panique et de tout ce qu'on veut. Là, on le sera plus difficilement. Et une partie de l'opinion dira « Ah, tant mieux, parce que les vaccins, quand même, c'est bizarre. » Tout ce qu'on se dit là, on n'est pas les seuls à le penser. Certains Américains, évidemment, aussi. Donc, comment ça se passe? Est-ce que vous avez écho, notamment avec d'autres professeurs qui travaillent comme vous aux États-Unis et avec qui vous discutez de la situation? Que vous disent-ils? Moi, j'ai une collègue que j'ai adressée, à qui j'ai écrit en me disant « Ce serait bien que tu parles de la situation américaine sur un podcast qu'on a avec des collègues à Sciences Po. » Et elle m'a écrit « Écoute, je ne peux pas témoigner parce que je suis française, installée aux États-Unis, et que concrètement, si je témoigne, je ne suis pas sûr que je ne serai pas déportée. » Donc on en est là, si vous voulez, de la communauté scientifique. Donc la réaction des gens, ils ont envie de se révolter. Pour certains, ils le font. Mais il y en a beaucoup pour qui ils se disent, si je perds mon job, si je me fais déporter parce que je ne suis pas américaine, ou voilà, donc je ne vais pas le faire. On parle de déportation quand même là. Oui, enfin de déportation. Non, mais déportation dans le sens, évidemment. Au sens administratif du terme. Administratif, mais, je veux dire, ça veut quand même dire que elle a peur d'être envoyée en France, manu militari, de perdre son emploi, que sa famille doive déménager en urgence, peut-être d'être emprisonnée pendant plusieurs semaines, ce qui est arrivé à certains de ses collègues, simplement parce que sur leur téléphone, il y avait des mentions critiques de Trump sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que l'une des mesures dans l'éducation qu'est en train de prendre Trump, il a annoncé ça hier ou avant-hier, c'est on va suspendre l'attribution de visas étudiants pour tous les étudiants étrangers. On va les suspendre le temps de regarder leur activité sur les réseaux sociaux. Et s'ils me critiquent, moi, sur les réseaux sociaux, ils n'auront pas de visa ou ils seront réexpédiés chez eux. Donc le système qui se met en place, on attend que les Américains réagissent contre. Pour l'instant, ils sont anesthésiés et principalement, je pense qu'ils ont peur.
La guerre anti-woke aussi, qui vraiment alors, bat son plein, qui va jusqu'à des attaques contre l'idéologie d'un zoo, celui de Washington, qui l'accuse de propager une idéologie. Est-ce que cette guérilla pourra se faire ressentir dans la mentalité à la fois des Américains aujourd'hui, on parle évidemment des générations actuelles, mais aussi évidemment des futures générations, parce que fatalement, quelle est la suite, quoi? La suite, c'est soit le système persiste, c'est-à-dire on n'a pas d'élection libre, vraiment libre dans 2 ans. Trump règne comme ça pendant 4 ans. Il est succédé par J.D. Vance, le vice-président, et on repart sur 4 ans. Et alors là, on part dans l'inconnu et on aura des générations qui seront des générations perdues. Attendez, pour être clair, quand vous dites qu'il n'y aura pas d'élection, ça veut dire que parce qu'il aura été aussi populaire que ça, il aura réussi à imposer des Vance, ou parce que... Non, parce qu'on risque d'avoir, pour le coup, des vraies manipulations d'élections. Ah oui. On risque de rentrer dans un système à la russe, avec des opposants qui ne sont pas vraiment des opposants, des élections qui ne sont pas vraiment des élections, des médias qui ne pourront pas critiquer le président. On a une possibilité, je ne dis pas que ça va arriver, je ne le souhaite pas évidemment, de rentrer dans un système autoritaire. Si c'est ça, le régime change de nature. On va plus sur un régime à la turque, à la russe, comme Erdogan. Ouais. Et dans ce cas, on a une génération d'enfants qui va être endoctrinée, qui va grandir là-dedans. Et en Russie, ça a produit des enfants assez endoctrinés, naturellement. Enfin, c'est une population qui arrive à faire la part des choses. Les gens sont intelligents, mais qui est conditionné à obéir à des ordres un peu absurdes. On parle de Vladimir Poutine et on parle aussi de communication depuis tout à l'heure. Justement, ces changements de communication, à un moment, Poutine est formidable, et puis tout d'un coup, il y a quelques jours, oh ben non, finalement, je ne suis pas vraiment d'accord avec ce qu'il fait. Ça, c'est ce qui peut tuer la crédibilité de Trump à terme, y compris auprès de son électorat. C'est des changements d'opinion fréquents. D'humeur, on peut dire, non ? D'humeur, les changements de politique, puis il vieillit. Il y a un débat sur ses capacités cognitives quand même déclinantes, parce qu'il a tendance à... Alors il a une méthode de communication. Lui, il l'a théorisé, il a dit que ça s'appelait le weaving. Le weaving, ça veut dire qu'on tresse les choses ensemble. Sa méthode consiste à... vous allez l'interroger, vous, en tant que journaliste, sur les tarifs. Lui, il va partir des tarifs, et puis il va partir sur d'autres choses. Donc il va ouvrir une porte, une deuxième porte, une troisième porte, de choses qui n'ont rien à voir. Il va raconter ses histoires, puis à la fin, il va revenir sur les tarifs. Lui, il appelle ça le tressage, et c'est ce qu'il décrit comme une méthode de communication. De l'extérieur, ça donne l'impression d'avoir un petit vieux qui radote, qui parle « Ah oui, les tarifs, et puis bon, ma belle-sœur, puis mon beau-frère, etc. » Il faut constater une chose, c'est que les gens aiment bien. Ils trouvent ça rigolo. Voilà. Jusqu'à quand? On ne sait pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas, Philippe Moreau-Chauvelet, d'être venu sur le plateau du Grand JT, tenter de décrypter la personnalité de Donald Trump et de ce qui nous attend à la fois aux États-Unis, mais aussi dans le reste du monde, puisqu'on connaît l'impact d'un président américain. Professeur de communication politique à Sciences Po. Merci à vous. Merci à vous. On marque une courte pause, on se retrouve. Dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Véronique Salmon. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes psychanalyste, également autrice de cet ouvrage « Je me libère du passé, comprendre ses erreurs pour ne plus les répéter » aux éditions Dauphin. J'insiste parce que j'ai l'impression que vous l'avez écrit pour moi, ce bouquin. Je me ressens... Mais je me suis retrouvée, je me suis dit « Ah, libérer du passé pour ne plus répéter les erreurs ». C'est vrai qu'on les répète à chaque fois, ces erreurs. Comment ça se fait? C'est ça le problème, c'est qu'en fait, on ne s'en rend pas compte. Enfin, il y a les erreurs qu'on reconnaît. Par exemple, je me suis encore fait larguer. Je suis toujours pas content dans mon boulot. Il y a toujours quelque chose qu'on arrive à remarquer et en fait on n'arrive pas à remarquer les répétitions les plus énormes, les plus anciennes et les plus inconscientes évidemment. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que quand on s'en rend compte, ça n'arrive plus. Alors justement, il y a quand on s'en rend compte, il y a quand même un espace énorme, c'est le chemin pour y arriver et peut-être les personnes, en l'occurrence psychanalystes ou peut-être d'autres personnes qui peuvent nous aider à cela, ou en tout cas un livre à lire d'urgence. Mais justement, comment, vous le dites, c'est inconscient, ça se répète assez souvent, ce schéma. Je ne pense pas être la seule, plein d'autres le disent. Et puis bon, évidemment, je grossis le trait, bien sûr, mais c'est quand même une réalité. Qu'est-ce qui fait que ces erreurs, on les commet à nouveau? C'est parce que finalement, comme on les connaît, on est rassuré? En fait, c'est même pas une question de réassurance. C'est l'idée qu'on reproduise quelque chose dont on a l'habitude sans s'en rendre compte. Tout part de l'idée que j'ai eue à force d'écouter mes patients. Et pendant 3 ans, je me suis rendu compte
que si je posais la même question tout le temps, je retrouvais la même réponse. Quand ils me parlaient de leur présent, ils me racontaient leurs horreurs. Et plus tard, dans la cure, ils me racontaient ce qui s'était passé dans leur histoire. Et en fait, c'est exactement la même mécanique. Et eux ne s'en rendaient pas compte. Et donc, l'idée de rapprocher les événements m'a permis d'élaborer un concept sur ces fameuses reproductions inconscientes. Parce que quand on est un enfant, on s'adapte à son environnement, on n'a pas le choix. Et parce que parfois c'est digne de souffrance, eh bien en fait on a tendance à normaliser la situation de souffrance pour précisément cesser d'en souffrir. Donc c'est le bénéfice immédiat, on est tout content. Le problème, c'est que dès lors qu'on normalise quelque chose, on ne va pas pouvoir faire autrement que de le reproduire, puisque c'est normal. Et il y a 3 éléments possibles, trois pistes possibles à respecter, à analyser. Reproduction sur soi. J'ai été dévalorisée, je continue à me dévaloriser. Sur l'autre, j'étais là, soumis, et maintenant c'est mon tour, et sans se rendre compte que, par exemple, on maltraite un enfant et qu'on fait exactement ce qu'on a détesté recevoir de la part de nos parents. Et parfois même c'est sur les deux, ce qui est la pire des tragédies en fait. C'est la troisième solution. Sur soi et sur l'autre. C'est-à-dire par exemple, je maltraite mon enfant et en même temps je me flagelle de culpabilité et j'en fais un enfer dans ma vie. Est-ce que la peur joue énormément là-dedans ? La peur, elle est le moteur de tout. Elle est à la fois le moteur des bonnes choses et également le moteur de nos propres entraves. Et c'est pour ça d'ailleurs que les gens viennent en disant « je crois que je ne vais pas rester parce que ça me fait trop bousculer de choses, je ne peux pas ». Ben oui, mais si c'est pour quelque chose de bien, si c'est un moteur efficace, si au contraire ça crée une motivation. La peur du changement, c'est bien le drame le plus universel que je connaisse. Et pour autant, explorer des nouvelles choses fait partie de l'idée de base de l'enfant. Normalement, un enfant explore son inconnu pour apprendre à grandir. De toute façon, la peur, ça ne se supprime pas, Véronique Salmon. Mais il n'y a aucune raison de la supprimer. C'est ça, on doit juste vivre avec, ou en tout cas composer avec, c'est ça ? Mais même en faire un socle utile. Un ami ? Mais si vous n'aviez pas peur devant une falaise, vous sauteriez sans vous rendre compte. C'est parce qu'on a peur qu'on met en place ce qui nous permet d'éviter les dangers, les drames, les complications. Dans le cadre, on est actuellement dans une période d'examen, c'est parce qu'on a peur de le rater qu'on va évidemment réviser davantage. Ça a des vertus. Alors, si vous prenez cette situation-là, puisque ça ne vous a pas échappé, nous sommes sur School TV, donc une chaîne dédiée à l'éducation, pour ces justement élèves qui passent des examens, typiquement, il y a ce premier cas dont vous parlez, cette motivation finalement grâce à la peur, et puis il y a aussi le cas inverse de toute façon, c'est foutu pour foutu, je bosse pas, je laisse tomber, je suis nulle. Oui, le problème, c'est que ça, c'est une reproduction de quelque chose déjà. C'est-à-dire qu'en réalité, est-ce que c'est bien notre peur ou celle qui a été héritée ? Voilà. La peur que l'on vit, est-ce que c'est notre peur ou celle de nos parents qui ont peur qu'on échoue ? Et on est dans un syndrome actuellement assez coréen où les parents sont terrifiés à l'idée que l'enfant ne passe pas les bonnes portes et puis qu'il n'accède pas à des situations sociales satisfaisantes. Donc en fait, c'est très bien pensé. Un parent a besoin de vérifier que son enfant met tout en œuvre pour qu'il soit socialement acceptable, qu'il réussisse dans la vie, qu'il ait le confort nécessaire pour bien vivre, etc. Le problème, c'est que c'est très, très allergisant, en fait, ou c'est très contaminant. C'est-à-dire que la peur de nos parents, évidemment, est vécue par les enfants de manière décuplée, puisque si il est un tel sujet de problème ou de panique ou d'inquiétude, est-ce qu'il vaut vraiment le coup, cet enfant-là ? Est-ce qu'il a une valeur suffisante ? Et là, boum, dégringole l'estime de soi. Donc c'est pas de la psycho de comptoir que de penser que finalement on vit souvent, très souvent, les peurs de nos parents qui sont reproduites et qui sont transmises de génération en génération. Et c'est un bain ambiant. La peur de nos parents, c'est un bain ambiant. Peur de ne pas rencontrer quelqu'un, surtout pour les filles, anciennement, peut-être encore maintenant, j'entends encore souvent ça, de ne pas rencontrer l'homme qui leur permettra, enfin la personne qui leur permettra d'être assurée d'une sécurité matérielle. Enfin, j'entends encore ça maintenant. C'est faux de croire que c'est antédiluvien, ce n'est pas vrai. Donc peur de rater sa vie, peur de ne pas savoir comment s'y prendre, peur de ne pas être accepté, peur d'être rejeté. Donc ne pas la supprimer, sa peur, ça on a bien compris effectivement, vivre avec, composer avec, mais de quelle manière ? Comment on fait pour apprivoiser justement sa peur, pour essayer d'être confortable avec et de se dire ok, j'y arrive quoi. Prenez l'exemple des acteurs qui ont le trac pour pouvoir se surpasser. En réalité, la peur, c'est le bon indicateur. C'est-à-dire que
La peur, elle arrive à un moment où finalement on n'a pas mis assez les moyens qu'il fallait pour pouvoir réussir quelque chose. Et donc ça permet peut-être même, comme un bachoteur, de faire au dernier moment quelque chose d'efficace. Et en général, c'est assez probant parce que c'est à ce moment-là qu'on arrive à se concentrer. C'est à ce moment-là qu'on arrive à avoir même une certaine estime de soi, à dire ben là, voilà, j'ai booké mon truc, j'ai mes scénarios de sujets qui vont tomber. Je suis assez OK là-dessus, et là, je suis pas très OK là-dessus. OK, donc je vais probablement relire cette leçon une dernière fois avant de m'endormir, et ça sera le plus efficace. Alors, donc vous dites effectivement vivre avec, même aussi de préparer des mots simples, de nommer cette peur. Oui. Le langage est important. Le langage, il est essentiel. Dans la peur, la peur, c'est un registre. On peut être effrayé, terrorisé, un peu gêné, se poser des questions. Ça n'a pas la même valeur et ça n'a pas la même intensité en soi. Ce qui compte, pourtant, c'est de réaliser que quand nos parents veulent faire du bien, et en disant tu peux tout faire, tu peux tout réussir, je suis là derrière toi, eh bien tout ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'on tout est possible. C'est pas vrai qu'on a le droit à tout, à prétendre à tout. Non, il faut vraiment se concentrer sur ce qui nous représente le mieux dans la vie. Et c'est ça qui est important. C'est illusoire de croire qu'en fait, parce qu'on est un enfant aimé, qu'on va avoir accès à tout ce qui nous paraît satisfaisant, fantasmé ou autre. Donc en fait, plus on revient vers quelque chose de personnel, de sensiblement utile pour soi, au nom d'un accomplissement à venir, en fait, on dépasse la peur et on l'harmonise en soi. Encore faut-il peut-être se connaître déjà. Encore faut-il avoir cette possibilité de se poser cette question de qui je suis, de quoi ai-je besoin, où je veux aller. Mais pour ce qui concerne les enfants, c'est aux parents de leur poser ces questions-là. C'est de s'intéresser à ce que l'enfant veut vivre, la façon dont il a envie de se projeter, plutôt que de lui plaquer un projet qui a l'air tellement magnifique qu'il en devient peut-être même inaccessible. On peut se poser la question à tout âge. Enfin, en disant qu'un parent peut poser la question à un enfant de tout âge. Mais oui, puisqu'à tout âge, il y a des challenges qu'on a devant soi. Et à tout âge, on doit s'accomplir, on doit aller vers un partage d'intimité avec l'autre, on a à se connaître soi-même, on a à se dépasser et à apprendre des choses. En fait, plus on explore des terrains inconnus, plus on est un enfant grandissant et qui finalement finit par acquérir un savoir, des connaissances. Et c'est ça, justement, qui magnifie l'estime de soi. L'estime de soi, vous imaginez un grand panier avec des tas d'actions, des petites, des grandes, des moyennes. Si le panier est vide, la jauge d'estime de soi, elle est au plus bas. Mais si on remplit ce panier avec des tas de choses qu'on a faites, des tas de choses qu'on a imaginées, et puis, dans cette idée-là, il faudrait peut-être quand même que les parents envisagent de revisiter la notion d'échec. Parce que si on ne comprend pas que l'échec est partie constitutive de la réussite. Un enfant n'a jamais marché seul, comme ça, du premier coup, spontanément, d'un coup de baguette magique. Il est tombé un nombre de fois incalculable et à chaque fois, il ne s'est jamais dit « je suis nul ». Et c'est pas parce qu'en fait on grandit ou qu'on devient adulte, donc qu'on ne doit plus être dans l'échec. En fait, l'échec est permanent et essentiel finalement. Mais parce que si on n'échoue pas, comment on peut réfléchir à une meilleure réussite, une meilleure façon, un autre chemin? C'est comme si vous étiez dans un labyrinthe et que là, il y a une butée, on ne peut plus passer, et vous restiez là planté. Ben non, vous allez rebrousser chemin et puis explorer une autre voie. Si je cite Edouard Baird qui dit une phrase sur l'émission C'est à où il n'y a pas si longtemps, il dit je quitte un échec pour en retrouver un autre finalement, et qui me faisait vraiment penser aussi un peu à l'exemple de ma vie, mais je le dis avec sourire parce qu'au contraire je trouve ça extrêmement positif. Est-ce que finalement c'est tout à fait quelque part un cheminement logique? Dès lors qu'on considère que l'échec est une étape supplémentaire et que ça ne compromet rien, en fait, on peut y aller. Sauf que parfois, un examen ou un concours, quand on l'a pas, on l'a pas. C'est vrai. Est-ce que pour autant on va rater sa vie? Je crois que non. Alors le travail, parce que je le rappelle, donc Véronique Salmon, vous êtes psychanalyste, aussi autrice bien entendu, mais donc vous recevez énormément de monde dans votre cabinet. Ce travail thérapeutique, lorsqu'on fait la démarche de venir chez vous, déjà on a passé une deuxième étape. La première déjà, si je peux me permettre, et c'est ma question, c'est comment y parvenir justement à ce cabinet? Alors ça c'est une vraie bonne question. Parce que les autres étaient moins intéressantes. Non, c'est la question civilisationnelle, c'est ça que je veux
dire. C'est qu'en réalité, actuellement, les jeunes viennent à la psychanalyse. J'ai même appelé ça dans mon livre le nouvel âge d'or de la psychanalyse. Les jeunes viennent parce qu'ils se disent « je ne sais pas du tout comment faire, mais je peux aspirer au bonheur ». Et donc, je vais poser là mes jalons, mes bases, dire ce que je suis, me raconter mon histoire, mes parents, la notion relationnelle qui a illustré ma vie, comment est-ce que je me fais des amis, est-ce que j'ai du mal, est-ce que j'ai besoin de compenser en allant dans des soirées, en buvant de l'alcool ou en prenant du cannabis pour me détendre. Tout ça, ça se raconte. Et au fur et à mesure, on démêle les écheveaux et en fait on arrive à une vérité de soi. Et à partir de là, c'est un terreau fertile. On peut en faire quelque chose. Est-ce que vous pensez que c'est dû à la situation de beaucoup d'élèves et d'étudiants français avec des taux de dépression ou d'état dépressif qui sont quand même très sévères aujourd'hui? Ou est-ce que, comme vous le dites, c'est une aspiration au bonheur nouvelle parce qu'on parle davantage finalement de bonheur, d'aspiration à ce bonheur, d'aspiration à d'autres vies Alors, peut-être... Le problème, c'est que ce n'est pas tout à fait vrai. Parce qu'en fait, le discours des parents actuellement, il est plutôt défaitiste et collapsiste, quoi. Mmh. C'est plutôt l'idée que le monde est pourri, on ne peut pas faire confiance aux hommes politiques, le système est mauvais, les institutions sont pourries. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Quand un enfant entend ça à longueur de réunion ou de dîner en ville avec court chez son psy. C'est pas ça, c'est qu'en fait, ça lui instaure intérieurement l'idée que grandir est dangereux quand même, ou c'est pas gagner. Donc moi j'invite beaucoup plus les parents pour éviter les notions d'échec à réenchanter le monde, leur dire mais si c'est possible. Alors évidemment on passe à l'excès inverse qui dit tout est possible. Et là en fait non, c'est ce que tu veux être sera possible si tu en as le désir et la conviction. Oui, alors je reviens toujours à la même question. C'est ce que tu veux être. Vous amenez aussi, c'est un cheminement vers lequel vous amenez votre patient, non? Bien sûr, ouais. C'est ça le but. Ouais. Le but, c'est le désir de devenir, le désir d'être et de s'accomplir. C'est-à-dire que vous allez rire, mais ce qu'a dit Elisabeth Borne, c'était évidemment idiot parce qu'on se projette pas dans un métier à la maternelle. Mais là où je suis d'accord avec cette idée, c'est que dès le plus jeune âge, on peut dire à un enfant vois loin et un cap. Demande-toi comment tu veux devenir un grand-père ou une grand-mère, par exemple. Ou peu importe s'il n'y a pas d'enfant, c'est pas ce que je veux dire. Mais quand tu seras plus âgé, qu'est-ce que tu veux raconter de toi? Ça, oui. Ça, je trouve que c'est intéressant. Parce qu'on est tellement à courte vue actuellement que c'est dommageable pour l'enfant, puisqu'il n'a pas le loisir de se vivre en grand. Vous parliez beaucoup de l'importance des parents, effectivement, et de la reproduction de ces schémas, ou du moins de ce que on transmet malgré soi, très souvent à nos enfants. Votre chapitre numéro 6 est consacré à la défaillance parentale, et vous commencez par cette phrase qui m'a frappée: ce n'est pas forcément au hasard d'une mauvaise rencontre qu'un enfant risque le plus pour son intégrité physique ou sa santé mentale. C'est vrai, c'est chez soi. Mais le truc, c'est qu'on vient très souvent d'une famille avec des parents qui reproduisent des schémas. Enfin, je veux dire, c'est quand même... Une famille dysfonctionnelle, c'est vrai. Et en plus, avec des gens qui pensent bien faire. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas forcément d'intention malveillante dans la défaillance. C'est pas uniquement des baffes. C'est aussi, on peut souffrir d'être trop aimé de sa mère. Vous comprenez? Donc, c'est ça l'idée. C'est de se dire que chez soi, l'intention des parents serait presque tyrannique. Et c'est contre cette tyrannie que j'invite à réfléchir. Parce que finalement, toute la bonté du monde, tout l'amour du monde ne pourra jamais faire en sorte qu'un enfant puisse se libérer de ça si lui-même ne se donne pas le droit de s'en libérer. En fait, pour grandir, il faut se séparer. Et c'est le gros problème actuellement, c'est qu'il est de plus en plus difficile de se séparer. Pourquoi? Parce que les parents ont mis tellement d'exigences, tellement d'insistance, tellement d'énergie à être à l'écoute, dans la négociation, à être finalement patient, énormément plus patient qu'avant. Ça coûte en redevabilité à l'enfant. Et donc ça l'incite peut-être moins à se rendre
disponible à autre chose. Oui, vous parlez de la société coréenne, effectivement, cet exemple voilà, de réussite absolument nécessaire, absolue, des enfants qui en vont un peu tous, en tout cas c'est l'image qu'on en a, hein, tous dans la même voie. C'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être que vous pourriez inciter les familles à se dire laissez votre enfant se tromper, se planter, aller vers l'échec pour mieux rebondir et mieux se libérer encore une fois. Tout en sachant que c'est difficile parce que quand un enfant opte par exemple pour une filière et qu'il ne l'aime pas, ben, ça maintient quand même une logique, une réalité économique difficile pour le parent qui va devoir surseoir à l'autonomie pleine de son enfant parce qu'il n'accède pas à la vie à l'adulte et donc à la vie indépendante, autonome. Donc c'est ça le problème, c'est pour ça que je propose que ça se mature très très tôt parce que très souvent les jeunes arrivent un peu au portail en disant « Oh, je ne sais pas quoi faire ». Ça n'a pas été envisagé avant, ça n'a pas été anticipé. Et c'est pour ça que j'aime bien l'idée que très tôt, un enfant puisse se voir dans un cap très lointain, qu'il s'imagine ce qu'il veut être dans longtemps. Et c'est pour ça que, quelque part, je vais être peut-être le seul soutien d'Elisabeth Borne sur cette question, mais c'est un peu vrai. Merci beaucoup Véronique Salmon d'être venue sur le plateau du Grand JT. Je rappelle que vous êtes psychanalyste et autrice donc de cet ouvrage, ce livre formidable, Je me libère du passé, comprendre ses erreurs pour ne plus les répéter, aux éditions Dauphin. Merci mille fois d'être venue. Je rappelle que aussi vous êtes sur RTL et sur pas mal de... Vous étiez sur RTL. Pardon. Ah oui, c'est ça le problème, ça va trop vite. Voilà, je suis boumeuse à mon tour. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous sur le Grand JT. On va tout de suite retrouver Adrien pour sa chronique. Aujourd'hui, dans votre chronique, Adrien, vous êtes intéressé au film Oli sur l'univers du skate, mais pas que. Il est aussi question de deuil dans ce film, de harcèlement scolaire et la vie parfois difficile à la campagne. Ouais, c'est une bonne façon de le résumer. Oli, c'est l'histoire de Pierre, un jeune garçon qui va voir sa vie être bouleversée après la mort de sa mère. À 13 ans, il a du mal à tisser du lien avec son père, mais dans la ferme qu'il tient, il va petit à petit se lier d'amitié avec un nouvel employé pas comme les autres, Bertrand, un marginal au passé assez flou et qui va devenir un mentor grâce à une passion qu'ils partagent tous les deux, le skate. Lisa, c'est moi. T'es en sueur là, qu'est-ce que t'as fait? J'ai couru. Ouais, bah moi j'ai fini là. Lui c'est Bertrand. Je voudrais essayer de le faire bosser chez ton père. Il a galéré, il a envie de s'en sortir. T'es fermier alors? Toute la journée, je cueille. Calme-toi là. Ne guette pas comme ça. Wow! Pierre, tu lui donner des chaussures de sécurité à sa taille? Ça fait longtemps que tu skates? Non, je skate pas. Ouais, t'es bien ton slip, hein. C'est ça que tu cherches? C'est à moi ça, pourquoi tu prends ça toi? J'ai vu tes vidéos sur internet. Tu pourrais m'apprendre à mieux skater. Tu veux que je sois ton prof de skate? Tu dois aller faire quoi? Ça, je peux pas te dire, c'est un secret. 1, fléchi, 2, clac! Faut y croire, Patrice. Si tu y crois, il passe. Il a passé! Ouais, petite bite! Oh, tu vas où? Faites-moi petit! On a les mêmes problèmes, toi et moi. Voilà, entre ces deux générations qui vivent visiblement les mêmes problèmes, on va avoir la naissance d'une relation déterminante, deux personnages torturés, chacun à leur manière et à des échelles différentes, mais qui vont se reconstruire ensemble. Et ce film, eh bien, c'est aussi une façon de parler de son passé, pas forcément son autobiographie, mais parler de problèmes que n'importe qui peut rencontrer, Adrien. Ouais, c'est un peu un pansement pour le réalisateur, on va pas se mentir, hein. En tout cas c'est l'idée que j'en ai eue quand je suis sorti du film et après avoir lu quelques-unes de ses interviews. Tout au long du film, il est question de reconstruction, on l'a dit, reconstruction face à la mort, reconstruction aussi face à une société violente, une école qui peut l'être aussi avec le harcèlement scolaire, reconstruction sous plein d'aspects. Antoine Besse, le réalisateur, nous le dit d'ailleurs, j'ai profité de ce premier long métrage pour raconter un peu ma vie quand on a déménagé en Dordogne, parler de choses qui avaient été compliquées avec mon père pendant l'enfance, et aussi un truc plus général et moins nombriliste, parler des populations un peu isolées et laissées pour compte de la campagne. Il parle entre autres du rôle de Bertrand, interprété par Théo Christine, un acteur montant de la jeune génération,
inspiration, mais aussi de la personne qui l'a inspiré, car il n'y a pas que notre protagoniste Pierre qui a perdu un proche. Non, Antoine Besse a lui aussi perdu quelqu'un qui comptait pour lui, quelqu'un parti trop tôt, un skateur de sa région, Béranger ou Bébert pour les intimes. En vieillissant, ça m'a frappé de réaliser qu'on était beaucoup dans ces zones rurales à voir partir des proches beaucoup trop jeunes, des endroits où l'ennui est à la fois le moteur de tout et la racine du mal. Au lit, c'était pour tous les bébères, tous ces jeunes des campagnes dont on ne parle jamais, qu'on ne voit jamais au cinéma, ceux qui restent dans l'angle mort. À ma façon, je voulais leur rendre hommage et leur donner un coup de projecteur. Un hommage très bien rendu, donc c'est touchant sans trop de fioritures. C'est alarmant aussi sur les sujets qu'on a évoqués. Un premier film réussi pour Antoine Besse. Et ce cri d'alerte, justement, et bien sûr le harcèlement scolaire, il n'est pas le premier à le porter, on le sait, mais c'est un thème qui est assez récurrent en ce moment. L'actualité oblige, la violence à l'école n'est plus un secret pour personne. Il y a ces faits divers, ces drames terribles qu'on évoque régulièrement et malheureusement dans le grand JT. Il y a aussi ce fléau encore parfois caché sous le tapis du harcèlement scolaire et tout ce qu'il peut entraîner, devenu un véritable enjeu de société. L'art se devait de s'en emparer. On a parlé d'Oli, de ce film où il est question en partie du harcèlement scolaire, mais il existe aussi d'autres films. Vous allez voir, je peux que vous conseiller par exemple Une 54, l'histoire de Tim, 16 ans, un jeune homme timide mais doté d'un talent sportif naturel. Alors généralement dans beaucoup de films, le sportif du lycée est souvent idolâtré, parfois même dans la peau du harceleur. Là c'est tout le contraire et le film est surtout puissant car il se déroule de son point de vue pour plonger encore plus le spectateur dans cette souffrance. Le film a d'ailleurs été récompensé du prix étudiant au festival du film francophone d'Angoulême, c'était en 2016. Autre long métrage particulièrement intéressant et inspiré d'une histoire vraie, cette fois Marion, 13 ans pour toujours. Le 13 février 2013, Marion Fraisse se suicide, elle n'a que 13 ans. Pendue à ses côtés une lettre et son téléphone, sa mère prendra la parole dans un livre en 2015, avant cette adaptation qui date de 2016. Il y a 10 ans, il y avait Marion. Depuis, les cas se répètent, il y a plein de cas de harcèlement scolaire. C'est ce qu'a aussi essayé de dénoncer Philippe Besson il y a quelques mois. On a parlé de cinéma, de littérature aussi avec son roman « Vous parlez de mon fils ». Pour l'auteur, c'est une guerre qu'il faut mener face au harcèlement scolaire. Nous sommes en temps de guerre parce que le harcèlement scolaire, puisque c'est l'objet de ce roman, est une guerre qui est menée aujourd'hui. D'abord parce qu'elle est massive, elle concerne des centaines de milliers d'enfants, d'adolescents. Il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, le harcèlement scolaire, c'est au moins un élève en moyenne par classe en France, à l'école, au collège, au lycée. Les associations parlent de 800 000 à 1 million d'enfants harcelés en France. Vous doublez ou triplez pour connaître le nombre de harceleurs. Et c'est surtout une guerre qui fait des blessés et des morts sur le champ de bataille. L'inaction de l'établissement scolaire et du corps enseignant, l'ignorance des parents des harceleurs, les mensonges de leurs fils pour atténuer la réalité de ce qu'il endure et limiter justement les représailles. Tout est cristallisé dans ce roman au constat implacable. Et comme c'est le cas dans Une 54, je vous parlais du point de vue du harcelé. Cette fois-là, avec ce roman, Philippe Besson prend le point de vue du père. Parce qu'on n'entend jamais que j'ai voulu prendre sa voix, précisément. C'est-à-dire que dans ces affaires de harcèlement, on pense d'abord évidemment aux enfants, parce que ce sont les victimes. On pense évidemment aux mères, parce qu'on les voit, parce que souvent dans les marches blanches, ce sont elles qui prennent la parole. Et c'est tout à fait compréhensible, légitime. Et puis les pères se tiennent un pas en arrière. Et on se dit, mais en même temps, ils ont le même chagrin, ils ont la même détresse, ils ont la même colère, ils ont la même culpabilité, ils ont le même besoin de continuer à vivre. Et donc je me suis dit, il faut écouter, il faut comprendre ces pères-là. Alors je suis allé à leur rencontre, j'ai essayé de voir comment ils étaient, je les ai trouvés magnifiques et maladroits, je les ai trouvés engagés dans ce combat mais perdus, et je me suis dit cette voie-là je peux essayer moi de la trouver, parce que j'essaie toujours d'être du côté des oubliés de l'histoire. J'avais fait il y a 2 ans un livre qui s'appelle Ceci n'est pas un fait divers, autour des violences faites aux femmes et du féminicide, ouais. Et j'avais pris la voie du fils, parce que on pense pas aux enfants, à ceux qui survivent à ça, à cette déflagration absolue du féminicide, et je me dis on pense pas peut-être assez au père, et donc j'ai voulu être ce père-là. Le silence des uns, la peur des autres, des thématiques qu'on retrouve aussi dans des films qu'on a pu citer, le harcèlement scolaire, ou le meilleur exemple d'une réalité qui dépasse malheureusement trop souvent la fiction. Merci beaucoup Adrien, on se focus sur le harcèlement, merci. On va tous retrouver le meilleur de School TV avec le Zap. Est-ce que vous voulez bien nous en dire un petit peu plus, peut-être pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément Emigo? Alors c'est une application qui vous permet de trouver un coach personnel qui va vous aider à apprendre, à réviser, à mémoriser, voire alors dans les langues aujourd'hui, mais aussi demain dans d'autres domaines de l'éducation secondaire, supérieure, qui va vous aider à préparer un examen à l'image d'un professeur particulier avec lequel vous allez nouer une relation, qui va en savoir de plus en plus sur vous, sur
vos lacunes, sur vos attentes, sur vos objectifs, sur les dates importantes qu'il y a devant vous, des examens, des concours, des partiels. Et voilà, c'est ça Amigo Coach. Et aujourd'hui, Amigo Coach est disponible pour l'apprentissage de 5 langues. 5 langues. Très bien. Alors, de ce que je comprends, l'utilisateur aussi, quand j'ai testé en tout cas l'application, échange avec ce qu'on peut appeler un avatar virtuel. Oui, c'est un personnage. On peut l'appeler un avatar virtuel si on veut. Nous, on l'appelle un coach. C'est évidemment un coach IA. Il a la particularité d'avoir ce qu'on appelle un cerveau bicéphale, une IA bicéphale dans son cerveau, c'est-à-dire qu'il va s'appuyer d'une part sur une technologie qui existe depuis 20 ans, qui est une IA d'adaptive learning, comme on dit en anglais, d'apprentissage adaptatif, dont le but est de personnaliser en permanence le parcours pédagogique, un petit peu comme un GPS recalcule en permanence une certaine trajectoire depuis un point donné jusqu'à un objectif de destination donné. Et puis il a un cerveau d'IA générative, donc ça c'est les dernières formes d'IA qu'on a vu apparaître ces quelques dernières années, qui va lui permettre d'échanger, de créer une conversation, une relation, et de se comporter peut-être pas comme un humain, mais au plus proche de ce qu'on attend d'un humain. Je crois que ça fait très longtemps, Laura, que vous travaillez sur ce sujet. Dans mon premier livre en 2017, Féminisme, quand le sexisme passe à table, je parlais justement des éléments sexistes, des stéréotypes, des biais, des violences sexistes sexuelles dans le milieu de l'alimentation, des inégalités en fait de genre, et donc je parlais aussi des inégalités dans les restaurants, notamment à partir du chiffre, en France, quasiment 50-50 en termes de formation, filles-garçons, femmes-hommes. Et en fait, quand on arrive sur le chiffre des cuisinières, restauration traditionnelle, pas collective, on a 28%, et puis sur les chefs, on a 19%. Alors où sont passées les femmes? Elles disparaissent comme ça, comme par magie. Non, en fait, on les empêche. Elles quittent ce milieu qui est quand même extrêmement violent pour tout le monde, mais alors double peine quand on est une femme. Et donc, j'en parlais dans ce livre, et je me suis rendu compte, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de presse, que les journalistes étaient sincèrement surpris, me disaient, mais comment ça, il y a des violences en cuisine, mais partout. Oui, c'est ça, ils ont dit, mais attends, il y a violence, de quelle violence on parle? Violence, et il se passe ça dans les cuisines, toutes les cuisines étoilées, c'est un système pas systématique, mais il peut se passer ça. Et donc, il y a eu déjà cette première, comme vous le dites, puce à l'oreille. Je me suis dit, tiens, c'est un sujet apparemment que personne n'est au courant. Évidemment, c'est normal, les coulisses, on ne les connaît pas quand on ne travaille pas dans un milieu. Et donc, en 2020, confinement, chômage technique pour beaucoup de gens du secteur HCR, hôtel, café, restaurant, puisque restaurant fermé. Et donc, j'ai contacté Camille Moncarnel, qui avait créé le compte Instagram Jeudi Non Chef en 2019, qui est une ancienne cuisinière, qui a fait une école très réputée et qui a subi des discriminations en cuisine. Et qui a ouvert ce compte Instagram pour recueillir les témoignages qu'elle publiait anonymement ensuite. Et je l'ai contactée, je lui ai dit « Bonjour, voilà qui je suis, j'aimerais travailler sur ces questions-là avec toi. Toi, tu as une légitimité, tu es concernée et tu as la confiance du secteur. Moi, je suis journaliste, j'ai la déontologie et puis j'ai peut-être la méthode, le protocole. Et donc, faisons un questionnaire pour que les gens qui, là, ont enfin du temps pour eux et pour elles de dormir, de réfléchir, de se soigner, de respirer, d'avoir une vie, entre guillemets, normale, de ne pas bosser 18 heures par jour, de voir leurs amis et leur famille. Peut-être que ces gens ont envie de parler et ont envie de dire ce qui se passe en cuisine. Et au bout de 2 jours, on a eu des centaines de témoignages. Et aujourd'hui, le questionnaire est toujours en ligne. On a près de 4000 témoignages. Dans ce chiffre qui est issu d'une enquête Ipsos, 47% des 15-18 ans sont sous pression. C'est vous qui le rappelez dans le livre. Est-ce qu'on sait pourquoi? Alors, oui, il peut y avoir évidemment plusieurs raisons, mais en règle générale, c'est souvent en lien avec la relation aux autres, avec les pères. Les pères PAIRS, pas forcément les papas. Non, tout à fait. Ça peut être ça aussi, mais c'est autre chose. Oui, c'est autre chose. Donc la relation aux autres, et puis évidemment la pression qu'il peut y avoir à réussir. Quand les collégiens, surtout les lycéens, ont beaucoup de pression sur la réussite, sur des choix de profession, sur des choix d'études à faire post-bac. Et c'est quelque chose d'assez compliqué. Souvent, ils ont souvent la pression des parents, des enseignants, et surtout pour eux-mêmes. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire? Oui, je ils ne se la mettent, réussis la pas. pression. Oui, ils se la mettent. Ils ont vraiment peur de l'échec. Depuis 2010, les petits Français ont fortement progressé en langue, et ça c'est une bonne chose. Mais dès qu'il s'agit de s'exprimer à l'oral, les choses sont moins faciles. En primaire, 39% des élèves ont des problèmes pour comprendre un énoncé oral. Et en fin de collège, 75% d'entre eux n'arrivent pas bien à se faire comprendre en anglais. Le sujet, c'est qu'il faut commencer à apprendre dès qu'on est tout petit. Bah oui, c'est comme tout. Plus on commence petit, mieux c'est. Et plus on se débloque, notamment dans des situations à l'oral.
Et puis, voilà, après, c'est pas une spécificité française, hein, c'est dur pour tout le monde, l'oral. Parce qu'à partir de quel âge on peut commencer à jouer, à apprendre avec Amigo, par exemple? Alors, à Amigo, nous, notre cœur de métier, on a commencé avec les adultes. Hein, les adultes, que ce soit des jeunes adultes, des étudiants jusqu'aux actifs, voire même aux retraités. C'est ce public d'abord à qui nous avons dispensé des cours. Puis le temps avançant, et notamment avec Amigo qui est arrivé, on est allé chercher des publics plus jeunes, notamment parce qu'on s'intéresse à des domaines de savoir de l'éducation secondaire ou supérieure. Donc là, on s'adressait plus. Et c'est pour ces raisons qu'on a choisi le chat comme interface, parce que là, on a, avec le chat depuis maintenant un certain nombre d'années, une interface qui est transgénérationnelle et qui que tout le monde va savoir utiliser. Mais bon, pour revenir à votre question, oui, nous, c'est pas notre expérience d'avoir formé des tout petits aux langues étrangères, mais oui, plus on les expose tôt aux langues étrangères, plus ça va être facile pour eux derrière, moins seront-ils complexés, parce qu'en fait, on n'est pas si nuls, on a beaucoup de complexes, on a beaucoup de blocages, c'est normal. Mais quand je dis on, c'est nous tous, pas que les Français. C'est quoi votre travail dans les écoles? Alors, c'est la première mission de Bondir. On va dans les écoles et on fait une formation de prévention devant les élèves. On leur présente des situations problématiques, le mot est très très faible. On leur présente des situations problématiques et on voit avec eux les définitions. Qu'est-ce qu'ils peuvent vivre en fait. On leur donne des mots, des clés. Donc des injures, je vais crescendo, des agressions, du harcèlement, des viols. On leur donne les définitions et on leur dit c'est pas normal. Ensuite, on leur montre comment ces mécanismes se mettent en place. Et à la fin, ce qui est très intéressant, et comment ils peuvent en parler. Et à la fin, ce qui est très intéressant, c'est qu'on fait sortir le corps professoral quand il est là, et on leur crée un safe space et on leur donne des petits papiers et on leur permet d'échanger avec nous et de témoigner s'ils veulent ou de nous poser des questions. Sensibiliser, sans démotiver, j'imagine que on essaye. À la fin, on doit toujours rappeler que c'est un beau métier et tout ça, parce qu'on parle pendant 2h30 de choses très graves. Mais dans ces petits papiers, on est face à des élèves entre 16 et 18 ans. On retrouve systématiquement, pour le coup, vraiment systématiquement des violences graves. Vous défendez aussi, et j'y viens enfin, l'hypnose, voire l'auto-hypnose. Oui, tout à fait. Je trouve vraiment important et intéressant de montrer aux personnes que l'hypnose, finalement, c'est plutôt facile et c'est plutôt naturel, et qu'on peut s'auto-hypnotiser comme on le fait de façon naturelle. En tout cas, on a tendance à le faire de façon négative quand on est très anxieux, à se faire des histoires, à se raconter des histoires de ce qui peut se passer, etc. Et c'est une auto-hypnose un petit peu négative. Et finalement, l'idée est d'aller vers quelque chose qui va nous aider, plutôt d'être dans la visualisation positive, ou même d'utiliser des métaphores, ce que l'on peut faire assez naturellement, comme quand on parle de certaines choses, de certaines douleurs, où on se dit j'ai mal à la tête, j'ai la tête dans un étau, ou quand on imagine que l'eau nous nettoie, voilà, et d'utiliser ce qui va nous parler, ce qui nous est relativement naturel pour gérer nos émotions et aller de l'avant. Voilà, c'est la fin de ce grand JT. Merci beaucoup Adrien d'avoir été avec nous. Merci également à toute l'équipe en régie, à la réalisation aujourd'hui, Alice Pitavi, le son Thibaut Gorille-Lafont, Laure Audemont au maquillage, Emma Ferré et Laura Gérard à la rédaction. Très belle soirée à tous, très bon week-end et à lundi. Ciao. Vous avez regardé le grand JT de l'éducation avec Microsoft.